Bonjour à tous, je suis Marie-Paul Pabli et aujourd'hui j'interviens directement sur la page Malidigui. Je suis ravie de vous retrouver et j'ai à côté de moi deux intervenants. Je suis très heureux d'ailleurs de les accueillir parce que ce sont mes étudiants et je voudrais vraiment avoir leur avis sur l'Afrique, leur perception de l'Afrique d'aujourd'hui, leur perception de l'Afrique de demain et leur perception sur l'avenir de ce continent et de ce qu'ils considèrent aujourd'hui comme le panafricanisme. Alors, je vais déjà me tourner vers ma droite pour que vous puissiez vous présenter. Merci madame, je suis très ravi de participer à cet échange. Je me nomme Baston Bondo Simon Brice, étudiant en école de commerce, comme vous le savez, et qui est vraiment partisan des causes africaines et de toute cause qui a un lien avec la cause noire, la cause des égalités et des injustices, parce qu'au-delà de la race, au-delà de la couleur, l'injustice quelle que soit sa forme, n'est pas une cause à prévaloir ou n'est pas une cause à conduire vers de l'avant. Mais principalement aujourd'hui, la cause panafricaine sera l'axe de mon échange et de mon apport, si vous me le permettez. Très bien, vous êtes du Cameroun, hein, c'est ça, Je très viens bien. quand même. Et donc là, à ma gauche, je présente, donc si vous pouvez vous présenter avec un peu plus de voix, comme la mienne, ma voix de baryton, on dira ça comme ça. Ok, moi je m'appelle Anita Ibriga, je suis en Master 2 en contrôle de gestion à Paris et je m'intéresse principalement aux questions de développement car je crois en l'Afrique, on a tout pour réussir et franchement j'aimerais bien m'impliquer dans tout ce qui participe au développement du continent africain. Très bien. Donc à ma gauche, vous avez Brice, à ma droite, vous avez Anita. Ils ont déjà lancé un peu les débats. Donc moi, ma première question aujourd'hui, elle sera très simple. Donc je vais rentrer vivement. Est-ce que vous croyez en l'Afrique? Aujourd'hui, vous savez, quand on parle de l'Afrique, même si beaucoup de choses ont changé, on reste toujours sur ces critères-là, principaux. Un continent avec des guerres, un continent avec la famine, un continent avec les maladies, un continent, on évoquera le problème un peu plus tard, avec ces migrants qui viennent ici pour chercher l'Eldorado, un continent avec ses guerres, etc., etc. Ça, c'est l'Afrique qu'on nous présente encore aujourd'hui. Mais vous, en tant qu'Africain, venu faire des études en France, est-ce que vous croyez en ce continent? Ce qui veut dire que par la suite, vous pensez rentrer pour développer le continent ou comme beaucoup, vous souhaitez rester ici pour pouvoir travailler parce que vous pensez que ici est beaucoup mieux qu'en Afrique. Vous avez plus d'opportunités. Je commence par vous, Brice. D'accord madame, je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez. Concernant d'abord la question très pertinente que vous venez de présenter, la question de quel est le développement de l'Afrique, quelle est l'Afrique de demain, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette Afrique et comment pouvons-nous participer au développement de cette Afrique. Oui. Il est d'abord important de dire, quelle que soit la zone géographique dans le monde dans laquelle vous êtes, quel que soit le déroulé de votre parcours, chaque Africain peut, à son niveau, selon ses moyens, selon ses circonstances de vie, parce que les circonstances de vie sont individuelles. Bien sûr. Le retour ne détermine pas forcément l'apport maximal au développement du continent. Le retour en Afrique ne détermine pas forcément l'apport maximal au développement du continent. Vous pouvez être à l'étranger et apporter beaucoup. Mais si tout le dans monde reste à l'étranger, excusez-moi Brice, Oui, madame. si tout le monde reste à l'étranger, qui va développer le continent? J'y viens, madame, Ouais. si vous me permettez. Très bien. Vous pouvez rester à l'étranger et développer et aimer votre continent. Mais le retour aussi, selon les besoins actuels, et c'est un avis que je partage avec certains, mais c'est un avis que je partage humblement. Selon les besoins actuels, retourner en Afrique serait le moyen le plus propice de contribuer à son évolution. Et genre, après avoir fait cette présentation, j'entre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, l'Afrique souffre d'énormes tares, parmi lesquels je vais d'abord dire ceci avec beaucoup de chagrin et de regret. La principale tare de l'Afrique est le manque de conscience de l'Africain lui-même, de la cause qui est la sienne. Si les Africains ne prennent pas d'abord conscience d'eux-mêmes, des combats qui sont les nôtres, il n'y aura pas une Afrique qui réussit. Personne ne fera le combat de l'Africain. L'Africain doit d'abord faire ses combats à son temps et à son époque. Et maintenant, après avoir dit ça, quels sont nos combats? Il faut qu'on les identifie.
Parce que parfois, on a l'impression que les gens se perdent dans des intitulés, dans des formules qui n'ont rien à voir avec le Quels sont panafricanisme. les combats alors? Les combats à l'heure actuelle, avec toute la modestie, parce que je n'ai pas la prétention d'avoir la connaissance infuse, mais certains combats sont clairs et indissociables de notre cause. Il y a d'abord le réveil africain et le réveil panafricain, parce que c'est deux thèmes distincts. Un réveil africain, un réveil de soi, un réveil au-delà du réveil identitaire. C'est un réveil économique, c'est un réveil culturel, c'est un réveil historique. Et le réveil panafricain, lui, alors devient un engagement encore plus poussé, où il faut se dire, l'histoire nous a beaucoup crampés, l'histoire nous a beaucoup détruits. Et cette histoire, nous devons la réécrire. Ça, c'est le réveil panafricain. Après avoir dit ceci, je vais dire, premièrement, je vais prendre le pôle économique. Aujourd'hui, l'Afrique, sur le plan économique, est ce que je veux dire le plus gros contraste de l'histoire. Pourquoi c'est un contraste? Vous ne pouvez pas avoir autant de richesses. Vous ne pouvez pas avoir autant de richesses, que ce soit humaine, que ce soit minière, que ce soit même des richesses historiques, culturelles, et ne pas pouvoir les faire prévaloir dans un monde comme celui-ci. Mais ça, nous le savons, Oui, Brice. Nous le savons que nous avons les richesses. Oui. Nous savons que c'est chez nous qu'il y a l'uranium, c'est chez nous qu'il y a le café, c'est chez nous qu'il y a le cacao. Ça, nous le savons. Oui, maintenant, là, vous êtes en train, excusez-moi, parce que je vais laisser aussi Anita s'exprimer sur ce sujet. Mais vous êtes en train de parler de quelque chose dont nous avons aujourd'hui pris conscience. Sur un premier volet, bon, je reviendrai, je laisse peut-être Anita s'exprimer et je retiens très bien vos faits. Mais où je suis un peu d'accord avec vous, c'est sur le premier volet que vous avez lancé, c'est-à-dire de dire que l'Africain doit prendre conscience, effectivement, de ses combats à mener. Voilà. Sinon, le reste... Je pense que l'Africain aujourd'hui, en tout cas de ce que moi j'entends, l'Africain a pris conscience que toutes les richesses sont chez nous. Maintenant, comment maintenant être propriétaire de ces richesses-là? Voilà le vrai combat. Voilà le vrai combat, à mon sens. Mais nous reviendrons sur ce volet. Anita, vous, avez-vous une espérance en Afrique de demain? Merci beaucoup, Madame Babli, de donner l'opportunité à nous jeunes de nous exprimer déjà. Ça veut dire à quelque part que vous croyez en nous et je vous remercie. Comme je le disais tantôt, moi je crois en l'Afrique. Je crois en l'Afrique parce que nous avons tout pour réussir. Nous avons la jeunesse, nous avons les richesses pour réussir. Et maintenant, le problème se trouve au niveau des mentalités, comme Brice vient de le souligner tantôt. Il faut que l'Africain se mette dans la tête qu'il peut réussir là où il se trouve. Et que chacun de nous a sa pierre pour contribuer au développement du pays. Je ne dis pas que nos dirigeants sont blancs comme des neiges, comme de la neige, mais chacun de nous aussi doit participer au développement de son pays comme il peut. Ok, oui, très bien. Chacun a sa pierre. Doit contribuer à apporter à l'édifice. Exactement. Il ne faut pas attendre que l'État fasse tout. Il faut aussi, surtout nous, jeunes d'aujourd'hui, il faut que nous faisons quelque chose. Ok. Maintenant, vous êtes jeunes, vous dites qu'il faut que nous fassions quelque chose, il ne faut pas tout attendre des gouvernements. Maintenant, quand vous rentrez aujourd'hui, vous, Anita ou Brice, demain, si vous rentrez là, dans vos pays respectifs, d'accord, quelle est la première chose que vous allez poser comme action concrète? Merci, madame. Oui, je reviens vers toi. On va toujours jouer, voilà. La question, voilà. Le premier acte concret, dans mon cas, je vais d'abord l'orienter vers l'agriculture. Très bien. Pourquoi je parle de l'agriculture? Après, ce n'est pas l'axe peut-être le meilleur, mais c'est un acte qui me parle le plus. L'agriculture, parce que je me dis aujourd'hui, l'Afrique, cela n'est plus à démontrer, sera le grenier du monde. Et pour être grenier du monde, il faut que les fils de cette terre anticipent ce devenir. Parce que très souvent, l'Africain a eu du mal à anticiper. C'est pour ça que l'Africain a connu le retard qu'il connaît. Parce qu'on dit gérer, c'est prévoir. Mais nous, gérer parfois dans nos continents, malheureusement, gérer, c'est se suffire de ce qu'on a individuellement. On ne construit pas un continent de manière individuelle. On construit un continent de manière collective. On construit un continent en communion, autant pour moi, nos idées, en forme de syncrétisme culturel. Quand je reviens, ne vous inquiétez pas, je ne perds pas l'axe de ma définition et de mon explication. Pourquoi l'agriculture? Nous sommes
même si certains veulent le déguiser, le grenier du monde. Nous serons encore de manière plus affichée et de manière plus reconnue le grenier du monde. Mais il ne faut pas que ce passage-là, autant pour moi, ce passage-là, soit au crédit d'autres personnes. Ça veut dire quoi? On est fatigué des rhétoriques selon lesquelles je n'ai aucun propos discriminatoire vis-à-vis de quelque communauté, quelle qu'elle soit. Mais il faudrait bien que les Africains eux-mêmes soient les futurs grands agriculteurs de leur continent. Il faudrait que les Africains eux-mêmes soient les futurs grands pionniers de l'agriculture africaine. Et cela se fera par un accompagnement et aussi par une initiative personnelle. Des jeunes de la diaspora, des jeunes des milieux ruraux autant pour moi, des jeunes des milieux ruraux, des actions gouvernementales et pourquoi pas des transferts de technologie. Parce que l'Afrique ne vit pas dans un monde isolé. L'Afrique vit dans le nouveau monde. Le nouveau monde, c'est un village planétaire. Et dans ce village planétaire, il n'y a pas d'ennemi blanc, il n'y a pas d'ennemi jaune, il n'y a pas d'ennemi rouge. Il y a juste un intérêt commun, un intérêt collectif contextualisé à l'environnement ou à la zone culturelle pour laquelle vous êtes ressortissant. Donc il faudrait que quoi? Autant pour moi, il faudrait quoi? Il faudrait que nous, jeunes Africains, par exemple sur le cas de l'agriculture, identifions la nécessité. La nécessité, c'est quoi? C'est d'être les pionniers, d'être les vecteurs directeurs du développement de l'agriculture africaine. Après avoir identifié ce problème-là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu d'introduire ou de synchroniser nos actes, de synchroniser nos actions. Mais parfois, je ne veux pas m'inscrire dans cette démarche. Synchroniser ses actions, synchroniser ses actes, ce n'est pas porter un regard discriminatoire vis-à-vis des autres. C'est savoir que je suis ceci et je dois faire ceci. Mais c'est se dire aussi, dans le monde où je vis, je dois faire ceci en pensant que l'autre peut m'aider. Je suis d'accord. Enfin, votre idée, vous parlez très très bien. Tout de suite, je vais vous dire, écoutez, je suis assez favorable également, même si je joue aujourd'hui la journaliste. Tout le monde sait un peu qui je suis et mes opinions personnelles. Je suis assez favorable au retour à l'agriculture. Mais le problème, c'est que vous parlez, ça fait un peu motivateur, ça fait un peu coach, d'accord? Ça fait un peu coaching, développement personnel. Mais le truc, il faut repartir souvent à la source, d'accord? Aujourd'hui, pourquoi les gens ne veulent pas aller à l'agriculture? Peut-être Anita va répondre et après je vous donnerai l'issue parce qu'il faut qu'on avance. Les gens ne repartent pas à l'agriculture parce que tout simplement les formations qui nous ont été données de façon éducative ne correspondent plus aux attentes. Tout le monde a voulu partir vers les banques, veut travailler dans des banques, dans des ministères, etc. Donc aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un qu'il faut repartir à l'agriculture, il estime que vraiment c'est une honte pour lui. D'accord, de repartir vers ce domaine-là. Pourtant, aujourd'hui, nous sommes on voit les Chinois, qui d'ailleurs sont beaucoup en Afrique aujourd'hui, qui s'emparent de toutes nos terres. Mais eux, pour pouvoir aujourd'hui être cette puissance économique, ont dû pendant 30 ans bénéficier du protectionnisme et repartir à l'agriculture pour d'abord avoir une autosuffisance alimentaire avant d'aller vers d'autres secteurs industriels ou semi-industriels. Et c'est ça que nous n'avons pas compris. Donc, c'est bien ce que tu dis, mais c'est-à-dire que déjà, avant toi, tu vas initier le truc, mais pour que tes frères te suivent, comme tu dis, peut-être un changement de mentalité, il faut leur faire comprendre aujourd'hui l'importance de l'agriculture sans considérer que ce volet-là est pour eux une disqualification de dire qu'ils n'ont pas réussi dans la vie. Parce que pour eux, réussir dans la vie, c'est porter des cravates et porter une veste. Anita, merci beaucoup, voilà, Madame qu'est-ce que tu pourrais en dire? Vous avez juste introduit ce que je voulais dire. Moi, lorsque je vais rentrer au pays, je vais plus m'impliquer dans l'entrepreneuriat parce que c'est de là que vient le développement. Chose que beaucoup de gens, beaucoup de personnes n'ont pas compris ou ne comprennent pas. Tantôt, vous parliez de la bureaucratie. Oui. Exactement. Et c'est l'éducation qui nous amène à penser que réussir, c'est aller s'asseoir dans les bureaux, dans les sociétés de l'État. Alors que clairement, ce ne sont pas les sociétés de l'État qui vont développer le pays, qui vont développer tout un pays. C'est l'entrepreneuriat, l'auto-emploi qui vont tous les deux participer au développement du pays. Donc, moi, je vais m'impliquer et vraiment activement dans l'entrepreneuriat parce que là, je suis déjà impliquée dans une association,
qui s'appelle le Emerald, qui est un mouvement de réflexion sur les opportunités de développement. Et nous donnons des formations continuellement sur l'entrepreneuriat, la prise de parole en public, la confiance en soi et tout. C'est tout ça en fait qui peut participer à éveiller les consciences et permettre aux jeunes de comprendre que de nos jours, il ne s'agit plus d'aller s'asseoir dans les bureaux, mais il s'agit de développer quelque chose. Même si tu as une petite boutique qui te permet de vivre, moi je trouve que c'est encore mieux parce que tu peux employer une personne avec ta boutique, alors que aller t'asseoir dans le bureau dans des bureaux de l'État ne participeront pas au développement. Et aussi ma requête est que nos devanciers nous donnent à nous les jeunes l'occasion de nous exprimer, de nous orienter, voilà, et de nous aider à assurer la relève. Parce que moi je trouve que l'on ne nous donne pas l'opportunité de nous exprimer, encore moins on ne nous coach pas. Voilà, alors que clairement, c'est nous qui sommes la relève de demain. Donc, c'est ma première requête. Et ma deuxième requête va à l'encontre des jeunes parce qu'on ne va pas nous donner l'opportunité, on ne va pas nous coacher si nous-mêmes déjà, nous n'inspirons pas la confiance. Donc, nous devons nous donner plus que ça. Voilà, pour faire preuve de crédibilité. Très bien, merci à vous. Troisième volet que nous allons attaquer. Je reviens toujours à toi, Brice. Vous êtes ici, hein, d'accord? Vous avez eu l'opportunité de venir, soit par bourse, soit parce que les parents ont pu, ou vous travaillez, enfin, ça, c'est un autre volet. Par contre, il y a vos frères, toute une jeunesse qui est restée en Afrique, souvent avec des diplômes, d'accord? Et qui, eux, n'ont qu'une hâte, c'est de fuir ce continent-là. Donc, vous dites que vous avez confiance. Mais eux qui sont sur place n'ont qu'une idée, c'est de venir vous rejoindre ici. Parce que pour eux, l'Eldorado, c'est là. Alors, ils viennent de tous les pays. Ils viennent du Cameroun, ils viennent de Côte d'Ivoire, ils viennent du Burkina, ils viennent du Mali, ils viennent de partout. Et ce sont eux-là qu'on vend aujourd'hui en Libye. Ce sont eux qu'on retrouve au Maroc. Ce sont eux qu'on retrouve au Koweït. Ce sont eux qu'on retrouve partout. Parce qu'effectivement, ils préfèrent venir ici que de rester dans ce continent qui ne leur apporte pas l'espérance. Et donc, certains meurent en mer, d'autres, comme vous le voyez, parce que ça passe, c'est diffusé partout, d'autres sont au large des côtes. Nous sommes ici en France, vous partez à la porte de la chapelle, vous les trouvez là. Et ils sont là, ils sont esselés, parce qu'ils ont voulu vivre un rêve. Et certains meurent. Et on appelle ça les migrants. On les appelle communément les migrants. Ils servent de nourriture aux poissons. Ce sont vos frères, jeunes comme vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce que si vous rentrez, vous allez dire à des jeunes, ne venez pas en France alors que vous avez fait des études ici? Qu'est-ce que vous pourrez leur dire pour les dissuader ou pour les encourager? C'est un vrai phénomène. En tant que panafricain, vous ne pouvez pas ne pas considérer cette situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout d'abord, madame, la sensibilité de la question et la lourdeur du sujet font qu'il faut avoir beaucoup de recul. Parce qu'on parle de vie humaine, on parle de personnes qui, au détriment de leur vie, au détriment de leur dignité, s'engagent sur des parcours dont ils ne connaissent pas l'issue. Et ça, personnellement, ça me heurte. C'est pour ça que vous voyez le ton et la dimension humaine de ma prise de parole. Parce que j'ai perdu des frères. Oui. J'ai perdu un cousin dans cette démarche-là. Et moi, je ne vais pas avoir la démarche du pédant, du prétentieux qui se dit « Non, ne venez pas, je ne comprends pas, je les comprends. Quand vous voyez la misère avec laquelle certains... Et pas, quand je dis certains, je ne veux pas avoir la prétention de dire que cette misère est éloignée de moi. Parce que je l'ai vécue de près. Vous voyez dans quelle misère, dans quelles conditions de vie certaines personnes vivent. Pas du défaut des richesses, mais du défaut de la redistribution. En Afrique, on souffre d'un problème de redistribution. Les politiques gouvernementales, parfois, il faut le reconnaître, sont bien établies. Mais la corruption,
est un cancer qui mine malheureusement la plupart des beaux pays africains. La plupart des beaux pays africains dont nous sommes, Mais la corruption est partout. dont nous sommes les ressortissants. J'ai un angle d'explication, je sais qu'elle est partout, mais là je parle d'un sujet précis. Oui. Il y a la corruption, il y a le népotisme. Et tout cela conduit à une mauvaise redistribution des richesses. Une minorité gouvernementale s'accapare la majorité. Et la majorité se retrouve minoritaire. Malheureusement, c'est ça la formule politique en Afrique. Et quand cela se vit, malheureusement, cela sévit aussi. Ça sévit de quelle manière? On voit des ressortissants africains qui ne croient plus en leur pays, ne croient plus en leur histoire, veulent se construire des histoires ailleurs. Parce que l'amalgame a été créé dans l'esprit de la jeunesse africaine. La psychose collective dans laquelle nos dirigeants, malheureusement, certains de nos dirigeants, parce qu'il y a certains qui ne le font pas, la psychose collective, malheureusement, dans laquelle certains de nos dirigeants entraînent la jeunesse africaine à se dire c'est quoi cette psychose. À cette psychose, je donne un titre. C'est ici, débrouillez-vous, car ici, je vous dis, vous n'êtes plus chez vous. C'est ça, c'est cette résonance que la politique, des gouvernants africains aujourd'hui a comme écho dans l'esprit de la jeunesse africaine. Après avoir fait cette présentation, je vais attaquer le sujet. Quand je parle d'attaquer le sujet, c'est dire aussi ce qui est pour moi ma vérité. Mes frères, je vous regarde les yeux dans les yeux. Il n'y a pas un continent qui excelle dans le bonheur. Il n'y a pas un continent qui excelle dans l'avenir. L'homme construit son avenir. L'homme construit son devenir. Malheureusement, on a certains de nos dirigeants qui n'ont pas compris qu'est-ce que la responsabilité de diriger. Qu'est-ce que la responsabilité d'avoir un pouvoir exécutif? Qu'est-ce que la responsabilité d'avoir eu, pour certains, l'opportunité, la chance de porter le choix d'un peuple? Ils ne l'ont pas compris. Et ce sont eux, malheureusement, qui par des mauvaises politiques gouvernementales, qui par un mauvais système de redistribution, nous conduisent à des errances, nous conduisent à des erreurs, nous conduisent à des humiliations. Parce que ce que nous vivons dans ces périples-là, c'est plus que de l'humiliation, c'est de l'indignation humaine. Et je vous comprends, parce que si je tiens un discours en vous disant je ne vous comprends pas, c'est un discours menteur, c'est un discours trompeur. Mais je veux aussi vous alerter. C'est pas aussi beau, c'est pas aussi facile. Les histoires qu'on retient sont les histoires qui ont réussi, mais sur 1000 exemples, il y a 2 histoires qui réussissent. Je sais que vous vous dites, je serai parmi ces 2 histoires, mais l'histoire n'est pas aussi belle. Cette démarche-là n'est pas une démarche à encourager. Ne déplaçons pas le combat. Le combat, il est en Afrique. Le combat, il est, comme on disait au Cameroun, c'est à terre, c'est sur place. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une vision. Et c'est des échanges comme ceux-ci nous permettent de partager une vision. Des échanges comme ceux-ci nous permettent de partager une vision, c'est pour ça que je tiens à plébisciter tous ceux qui sont derrière de tels projets. Madame Babi, le seul que j'ai eu à rencontrer aujourd'hui, de continuer dans cette voie. Et la disponibilité pour ma modeste personne sera toujours entière pour échanger, parce que le premier combat, c'est la communication. Cette démarche-là n'est pas la démarche appropriée. Cette démarche-là n'est pas la démarche idoine face aux difficultés qui sont les nôtres. Quelle est la démarche? C'est le combat africain. D'abord, ayons l'audace et ayons la prétention de se dire que les choses doivent changer. Changer, c'est un grand mot. Mais changer, c'est un mot auquel on doit donner une connotation positive. Changer peut changer vers le négatif. Changer peut s'habiller du positif. Même en changer a une connotation positive. Et c'est quoi ce positif? Ce positif, c'est se dire, nous voulons aussi avoir des gouvernances saines en Afrique. Nous voulons aussi avoir des prévisions, des projections, des gestions budgétaires établies, vérifiées, éprouvées par des preuves. On demande le minimum. On veut avoir l'accès à l'eau.
on veut avoir Il l'accès faut à la que nutrition. l'autre aussi, c'est, voilà, je sais que tu es dans ta lancée, c'est très beau, Merci. mais il faut impérativement qu'on fasse un débat, D'accord. un échange entre les deux intervenants. D'accord. Anita, Brice a donné son point de vue, qu'il comprend, la situation des personnes qui migrent. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, le sujet est très délicat, Oui, bien très sûr. sensible. Je ne serai peut-être pas... Je vous remercie, Madame Babli. Donc, je disais tantôt que le sujet est très délicat et très sensible. Je ne serai peut-être pas objective là-dessus parce que j'ai eu une vie coachée par les parents Mhm. qui, quand même, m'ont donné l'opportunité d'étudier et de venir étudier C'est en ça. France. Mais je ne pense pas qu'il y ait une raison valable pour risquer sa vie. Ok. Oui. Moi, même si je vivais dans la misère, Mhm. moi, même si je vivais dans la misère en Afrique, je ne risquerais jamais ma vie pour venir en Europe. Je ne pense pas qu'il y ait une raison valable pour risquer sa vie. Je ne dis Bon, pas le que je seul ne problème, c'est comprends pas. qu'il y a des passeurs. C'est une longue histoire. C'est vrai que là, nous n'avons pas assez de Le temps. temps. Il y a quand même des passeurs qui leur font croire qu'ils vont venir ici, ils auront une très belle vie. Donc, ces personnes-là, on ne leur dit pas qu'ils vont passer par le désert, passer par un petit canoë, etc., etc. Donc, il y a des gens aussi qui les font miroiter. Moi, mon seul problème qui me désole dans ça, parce que je parle beaucoup avec les migrants en Côte d'Ivoire et partout, c'est lorsque quelqu'un me dit qu'il a sorti 7 000 euros pour payer le passeur, alors que je pense que les 7 000 euros lui auraient été aussi bénéfiques pour commencer quelque chose en Afrique. C'est là où va ma désolation, tout ça pour finir ici, à dormir dans les rues. C'est ça ma désolation. Donc, il y a la galère, il y a la souffrance, mais on peut quand même trouver 7 000 euros pour venir. C'est ça, en fait, moi qui me désole. Sinon que tout le monde cherche l'Eldorado, ce n'est pas nouveau la migration. Les Européens aussi ont migré aux États-Unis, ils ont migré partout. Tout le monde cherche un endroit où on peut respecter et avoir ce que tu appelles de l'eau, manger et les trucs basiques de la vie. Mais le seul problème maintenant, c'est que aujourd'hui, c'est connu que tout le monde en meurt. Aujourd'hui, c'est connu que tout le monde en meurt. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour faire de la prévention et de dire aux gens que c'est dangereux? Donc, Anita, je vous donne la parole. Merci. Moi, j'en venais. Je disais tantôt que je ne trouve pas de raison valable de risquer sa vie, même si on vit dans la misère. Comme Madame Babli le disait tantôt, les gens trouvent quand même assez d'argent pour arriver à convaincre des gens et risquer leur vie. Alors que si ces personnes-là prenaient cet argent, ils auraient pu commencer un petit business, un petit projet dans leur pays. Donc, moi, je pense que tout est une question de sensibilisation. Très bien. Tout est une question de sensibilisation. Il faut sensibiliser nos jeunes frères qu'il n'y a vraiment rien ici. Nous sommes venus pour étudier, donc nous avons une raison valable. Mais ceux qui risquent leur vie, laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien de mieux ici. Bon, ils diront aussi que quand les gens vont en Afrique, on sort les euros, hein? On fait un peu de la frime. Donc, comme m'a raconté une ici, elle me dit, elle avait son salon de coiffure, elle avait tout. Elle a tout abandonné. Elle est venue parce que quand on partait la coiffer, au lieu de payer 5 000 francs CFA, les gars sortaient des 20 000. Donc, elle s'est dit, ah, c'est facile. Bon, vous savez, tout ça, c'est l'illusion. Tout le monde y participe. On parlerait des parents même qui cotisent pour qu'un vienne en Europe. Il y a plein de choses. C'est un vrai débat, comme tu l'as dit, Brice. Ça demande même une émission particulière sur ce sujet-là. Je vous remercie. Le temps est en train de s'égrener.
je vais parler un peu politique, rapidement. Ok. Brice, tu cadres en 1 minute. Parce que je sais que tu es vraiment dans la fougue de tout. Et c'est très intéressant d'entendre un jeune, mais ça me rassure même pour l'avenir parce que je me dis qu'il y a du vrai potentiel. Hein. Anita, Oui. je commence par toi. Ok. En 2014, il y a eu une vague de révolution Bien sûr. pour mettre à la porte un président qui était là depuis 27 ans. Il y a eu un nouveau président qui est arrivé. Il y a eu qui a suscité beaucoup d'espoir. Bien sûr. Aujourd'hui, on est parce qu'on n'entend plus parler du Burkina. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça a apporté le développement? Où en est le Burkina aujourd'hui? Merci beaucoup, Madame Babli. Je peux dire qu'actuellement, la situation du Burkina Faso est très délicate. Parce que comme vous le savez bien, on a été envahi par les djihadistes ou les terroristes. Donc là, on ne peut pas réellement parler de changement parce que les conditions ne sont pas favorables. Très bien. Merci. Djihadistes et terroristes. Voilà encore un nouveau phénomène qui arrive. Burkina, Mali, au-delà du Cameroun, Côte d'Ivoire. Et on est envahi par ces recrudescences des djihadistes. Et apparemment, nos pays sont la plupart du temps surpris par cette vague de terrorisme. Ça aussi, ça mérite un débat particulier. Mais tout ça, ça ne rassure pas sur l'avenir de l'Afrique. D'autres lient cette cause au fait qu'à la mort de Kadhafi, parce qu'effectivement, Kadhafi avait, de par ses moyens, bloqué l'arrivée de certains djihadistes. Aujourd'hui, depuis 2011 à sa fin, bon, ils se sont étendus un peu partout, même si ça existait un peu plus au Cameroun, si je m'en souviens. Aujourd'hui, c'est un vrai problème. Ça crée encore plus une autre forme d'instabilité. Alors, je vous répète la question au départ. Avec ça qui vient d'arriver sur ce phénomène, même si le terrorisme est un peu partout, ça donne encore de l'espoir pour l'Afrique. Il y a déjà ces autres mots. Heureusement, madame, vous avez eu à dire que le terrorisme n'est pas un propre africain. Oui. Si cela n'est pas un propre africain, je pense que ce n'est pas ce terrorisme-là qui sera non plus la terminaison de l'Afrique. Mais cependant, la gravité des situations que nous vivons au courant des 10 dernières années nous amène à nous poser une question. Quelle est la stratégie face au terrorisme qui sera la stratégie la plus adaptée pour le continent africain? Oui. Parce que certes, le terrorisme est une question mondiale qui relève de stratégie mondiale en combinaison entre les services secrets étrangers de pays occidentaux, de pays orientaux ou même de pays africains. Mais il y a des spécificités qui sont propres. J'ai eu la chance d'échanger avec un expert dont je vais taire le nom, des questions de sécurité, qui a dit le chemin par lequel le terrorisme, le djihadisme, il faut que les appellations soient bien calibrées. Moi, je préfère appeler ça terrorisme. Le terrorisme qui sévit en Afrique, son principal passage, c'est la misère, c'est la famine. Quand vous voyez une famille qui n'a aucun revenu, qui est dans le désespoir, ce n'est pas forcément par conviction qu'elle a une démarche terroriste, mais c'est plus par besoin pécunier. Vous voyez, ça me fait mal de le dire, mais vous avez des familles où on vous dit la petite s'est fait exploser pour 20 000 francs CFA. On parle de 30 euros. Cette petite fille n'est pas morte par conviction. Elle est morte parce que le terroriste... Est-ce qu'il n'y a pas également un problème religieux dedans aussi? C'est un peu plus compliqué que ça. Moi, je pense que la question religieuse est une question sensible. Mais je pense qu'il n'y a aucune religion qui prône la mort, qui prône la guerre. Je ne le pense pas. Ce que je pense qu'il y a des acteurs malveillants qui contribuent à détruire, à détourner les bonnes mentalités. Et malheureusement, le chemin par lequel ils ont pu facilement intégrer l'Afrique, c'est la misère, c'est la famine. Parce que peu d'Africains... on me dit, par exemple, la politique du ventre. Effectivement, peu d'Africains intègrent en partie ces visions-là. Mais beaucoup agissent à cause de défauts pécuniaires. Ils agissent parce qu'on le... Donc tout le terrorisme, encore une fois, même aujourd'hui, enfin le terrorisme,
est lié encore à la famine, enfin à la misère. C'est ça? Ce que je dis, je ne réduis pas je ne réduis pas tout le terrorisme en Afrique à cet angle des choses, mais ce que je dis et que j'assume, c'est que la misère, la famine est devenue un moyen privilégié pour avoir accès à une jeunesse qui est vraiment qui est aux abois. Je crois, mes frères, ils n'y vont pas par conviction. Ils y vont parce que parfois, ils croient. Et je veux qu'ils arrêtent de croire ainsi, avec toute l'humilité. Ils croient que gagner de l'argent, peu importe les conditions, est un argent bien gagné. C'est faux. Et qu'est-ce que... Oui. Moi, je pense que nous vendons nos valeurs pour rien. Lorsque vous parlez de politique de vente, pour 20 000 francs, donner sa vie. Je trouve que quelque part... Peut-être que c'est le désespoir quand on n'a plus rien à espérer. Pas au détriment de sa vie. Ce n'est pas logique. Mais si la vie ne vaut plus rien? Mais par contre, si vous me permettez... Je trouve que ce n'est pas logique. Tout est une question de travailler les mentalités. Moi, je trouve que tout est une question de travailler les mentalités. Ce n'est pas logique que même dans un degré désespéré de misère, quelqu'un donne sa vie. C'est quand même étrange quand même qu'on ne soit prêt à aller se faire exploser ou mourir pour 20 000 francs, mais qu'on n'est pas à même de chasser des bases militaires, de chasser d'autres combats. Par contre, on est prêt à mourir pour 20 000 francs. Pour moi, mais il y a quand même un vrai problème. Au-delà de ça, parce que ce n'est pas logique. Oui, oui. Si vous me permettez, le gouvernement a failli ou pas? Mais c'est ça, ça sera ma question que je vais poser à la suite. Parce que quand on résume tout ça, que ce soit dans la Méditerranée où les gens viennent mourir, que ce soit là aujourd'hui des problèmes de djihadistes, une question qui est simple. Et là, vous allez me répondre en 30 secondes, s'il vous plaît. Parce qu'il y a encore deux questions que je souhaite poser pour que nous puissions clore ce débat. Est-ce que nos gouvernements ont failli? Anita? Oui. Moi, je dirais que la responsabilité est partagée. Avec qui? Nos gouvernements ont failli et nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Mais comment voulez-vous? Ah non. Oui. Pourquoi nous avons notre part de responsabilité? Parce que, quelque part, on sait que nos gouvernements ont une part de responsabilité dans cette affaire, mais nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Mais laquelle? Celle de juste être logique et de rester chez nous. De ne pas risquer la vie, en fait, quel qu'en soit le degré de misère. Non, mais le problème, ce n'est pas là. Tout le monde, c'est pas la même question. Aujourd'hui, je disais qu'il y a des migrants qui viennent mourir. Aujourd'hui, pour 20 000 francs, tu es prêt à aller tuer tes frères, te faire exploser. Tu es prêt à vendre ton frère pour 20 000 francs pour aller faire la guerre. Je ne parlerai pas du Congo, etc., etc. Bon, tout ça, en fait. Est-ce que nos gouvernements ont failli, qui font que la jeunesse sont prêts à sacrifier leur vie parce que pour eux, aujourd'hui, la vie n'a plus d'importance? C'est ça la question. Moi, je reste sur ce que j'ai dit. Nos gouvernements ont failli, certes, oui, mais nous avons aussi notre part de responsabilité. D'accepter le fait que nos gouvernements ont failli et de ne rien faire. Qu'est-ce que nous aurons pu faire sans l'accord du gouvernement? Il ne faut pas tout attendre du gouvernement. Il ne faut pas tout attendre de nos États. Chacun de nous peut faire quelque chose. D'accord. Brice, en 30 secondes. Malheureusement, 30 secondes, ça sera court. Oui, je le sais, mais le problème, voilà, oui, je sais. Mais il faut qu'on nous y allions. J'ai encore deux questions très rapides pour que nous puissions clore le débat. D'accord. Sur la question de savoir est-ce que les gouvernements ont failli, moi je pense que la société a failli. Les sociétés sont en train de faillir. Pourquoi je le dis? Les sociétés, au niveau d'abord de l'axe exécutif, malheureusement, on retrouve des politiques inadaptées. On retrouve des problèmes. On retrouve des problèmes de gouvernance, que ce soit au niveau de la redistribution des richesses, que ce soit sur la planification. En fait, tout est mal agencé au problème de gouvernance. Mais donc, ils ont failli. Madame, par contre, il y a un bémol. Parce qu'incomber la responsabilité d'un échec à un gouvernement, c'est aussi mépriser l'apport d'un peuple. L'inertie des peuples africains est un véritable problème dans le développement de l'Afrique.
Donc la responsabilité, elle est partagée. La responsabilité, elle est partagée. Du fait, parfois, dans certains Donc, qu'est-ce que vous vouliez? Vous vouliez que le peuple se réveille et se révolte? Non. Madame, c'est il y a ça. une distinction entre faire... Le Madame, Burkina si s'est vous me révolté. permettez, il y a une distinction entre réveil et révolte. Le réveil d'un peuple est nécessaire pour son développement. Mais la révolte mal identifiée, il faut identifier les véritables problèmes. La révolte mal orientée aussi devient un détriment pour un développement. Très C'est bien. pour ça que la question... Le Soudan s'est révolté. Est-ce que c'était une bonne révolte ou un bon réveil? Le Soudan est un cas que malheureusement, je n'ai pas pris toutes les anses de développer. C'est pour ça que je ne vais pas me... Il y a un monsieur qui était considéré comme un dictateur qui est parti. Mais je peux dire un mot. Oui. La position du Soudan aujourd'hui révèle trois principales informations. La première information est laquelle? Quelle que soit la durée de ce qui peut être considéré comme devenu un acquis, les Africains peuvent encore avoir un réveil, un sursaut d'orgueil. La deuxième information est laquelle? C'est se dire, en Afrique, contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas de dirigeants éternels. Il y a certaines conditions, désolé, autant pour moi, il y a certaines conditions qui ont permis à certains de s'éterniser, entre guillemets, au pouvoir, mais ce n'est pas un modèle propre à l'Afrique. Et troisième information que nous avons de ce fait, c'est parfois on arrive dans des conditions où on entreprend des démarches d'émancipation, mais sans aucun plan. Et aujourd'hui, le Soudan révèle complètement cet état des choses. Quel a été le plan? Quelle a été la démarche? On ne se réveille pas pour se réveiller, même dans la vie commune. Vous ne vous réveillez pas un matin et vous vous dites qu'est-ce que je vais faire de votre journée. C'est qu'il y a un échec déjà. Quand vous voulez faire un réveil, il faut une planification. Quand vous voulez avoir une émancipation, qui soit une émancipation qui construise des hôpitaux, qui soit une émancipation qui construise des écoles, il faut avoir un programme. Autant qu'un programme. Ok, très bien. Le franc CFA doit-il disparaître? Oui. Pardon, madame? Le franc CFA doit-il disparaître? Dans certaines conditions, oui. Moi, c'est oui inconditionnellement. Pourtant, la monnaie existe depuis 60. On entend dire qu'il y aura une dévaluation de ça dans certains pays très bientôt. C'est la rumeur qui est en train de sortir du côté même de l'Afrique centrale déjà. Et dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, il y a une dévaluation qui se prépare. Pourtant, certains pays la défendent bien pour dire que c'est une monnaie stable et qu'à partir du moment où il y a pas mal de pays qui l'utilisent, ça permet un équilibre. Je ne suis pas une économiste, je ne vais pas rentrer dans ça. Beaucoup se battent pour la disparition et qui proposent qu'on ait une monnaie à nous puisqu'ils estiment que non seulement elle est fabriquée ici, enfin en Europe, elle n'est pas échangeable, en fait ce n'est pas une devise, donc elle est vraiment détenue par le gouvernement français. Donc par conséquent pour vous, il faut qu'elle parte. Mais il faut une monnaie propre aux pays africains? Oui, moi le franc CFA doit disparaître. L'Afrique doit avoir sa propre monnaie. Chaque pays doit avoir sa monnaie ou une monnaie commune? Une monnaie commune. Une monnaie propre à l'Afrique. Propre à l'Afrique. Il paraît qu'il y a un plan qui doit être fait avec le Maroc très bientôt de l'instaurer. Bah, j'espère. Avec le Maroc qui va rentrer dans la CEDEAO. Bah après, je ne sais pas, je ne définirai pas les pays en fait qui doivent faire forcément l'union, mais je sais qu'il faut que l'Afrique ait sa monnaie, voilà, parce que le développement aussi c'est dans la monnaie. Maintenant, si aujourd'hui la France dit bon, on vous laisse, on vous enlève le franc CFA, est-ce que vous pensez que nous, comme toujours, on est très surpris parce qu'on a des combats et à la fin, dès que ça arrive, on est prêt dépourvu? Est-ce qu'il y a une monnaie qui est prête? Non, mais ça se prépare comme je disais tantôt. On ne peut pas se lever du jour au lendemain et dire oui, on va se débarrasser du franc CFA, on va se débarrasser du franc CFA. Ce n'est pas possible avant, au préalable, une réelle préparation. Bon, il y a des économistes qui ont travaillé depuis et ça a commencé en 90, hein, cette histoire. Donc, ils ont déjà prévu. Et à votre avis? Oui, je réitère mes propos. 30 secondes. Ah, merci de me rappeler, madame. Dans certaines conditions, oui. Mais Okay. quelles sont ces conditions? Parce qu'il faut se dire, il y a différentes études contradictoires sur le sujet. J'ai eu la chance de m'appesantir, que ce soit des économistes africains, pas certains... Pourquoi est-ce que le franc CFA doit disparaître? C'est la question que je pose. Moi, madame, je ne dis pas des choses illusoires. Je repose sur des faits. Et on parle d'une question économique. C'est une question sensible.
Si on fait disparaître... À partir de tout ce que tu as lu, est-ce que tu estimes que le franc CFA, en tant que panafricain, doit disparaître ou pas? Madame, si vous me donnez l'aisance d'échanger avec vous, ça veut que vous me respectez, que j'ai des idées à porter. Non. Le problème, c'est que là, on va cadrer. Non, 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 c'est c'est pas ça. Je respecte, sinon je ne t'aurais pas laissé le D'accord. temps de parole. Il y a un temps qui est défini, ils devront conclure. Il y a des moments où il faut aller à l'essentiel. Il y a des moments où il faut débattre. Il y a des moments où il faut faire des conférences. Là, nous sommes dans une émission. Donc, en fait, dans cette émission, là, le délai est imparti. Donc, je te pose sur ta conviction, au-delà de ce que tu as lu. Est-ce que tu estimes que ça doit disparaître ou pas? Question cash. Question crash. Joker. Joker? Parce qu'il Très faut- bien. il faut élaborer. Et Très moi, bien. j'aimerais ajouter, Madame Babli, que le franc CFA n'est pas échangé en Europe. Très bien. Oui. Ça veut dire que lorsque tu ramènes du franc CFA, Bah, bien tu le sûr. ramènes à ton pays, dans ton pays parce qu'il n'est pas échangeable. Et Voilà. moi, ça me surprend parce que le franc CFA qui est fabriqué ici, on n'arrive pas à l'échanger. C'est une monnaie qui s'appuie qui a été appuyée sur le Franchement, franc français et non plus exprimer le fait que vous, même si vous rentrez même de loin ou de près, vous allez contribuer par l'entrepreneuriat ou par différentes choses. Ma dernière question que je dirais, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, le panafricanisme, où vous voyez la jeunesse comme vous aujourd'hui, vous pensez qu'il y a de l'espoir pour ce continent? En 2-3 mots et c'est terminé. Moi, je crois en l'Afrique. J'ai toujours cru en l'Afrique et je croirai toujours en l'Afrique. Merci. Brice, Il y a de l'espoir, réveillons-nous. C'est tout. Réveillons-nous. revenons-nous. Réveillons-nous. Réveillons-nous. La jeunesse dit de se réveiller. Il y a de l'espoir, il y a beaucoup de choses à accomplir. Je vous remercie pour cet échange avec Anita Ibriga, avec également Brice. J'ai été ravie. Et sur cette chaîne Mali Digui ainsi que Nouvelle Révolution panafricaine, j'ai été heureuse de me voir mener ce débat-là. D'habitude, c'est moi qui suis interrogée, donc j'étais un peu frustrée de ne pas donner toujours mon avis, même si j'ai quand même glissé. Je suis très fière, ce sont mes étudiants, de les voir dans un autre contexte, de savoir que demain, il y a un avenir qui se prépare pour l'Afrique. Comme je le dis souvent, le courage a sauté une génération. Je suis contente qu'elle soit revenue parmi nous. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.